Bonjour à tous et bienvenue à ma mini présentation de la journée. Aujourd'hui, je vais prendre un moment pour vous parler du rendement d'un projet, puis plus précisément du taux de rendement interne d'un projet. Donc, c'est une présentation qui va s'inscrire en ligne droite avec la présentation à laquelle vous venez juste d'assister là, avec Francis, où il était question notamment de rendement puis de taux de rendement interne, mais on n'est pas rentré dans le détail. Je vais essayer de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, sans rentrer dans les grands calculs, juste de comprendre en fait les principes derrière cet indicateur-là. Puis je vais essayer de vous expliquer un peu comment je pense que c'est pertinent de le regarder, cet indicateur-là, au regard des conditions actuelles du marché. Donc, on va commencer. Donc, en gros, bon, c'est ça. Donc, ma présentation, c'est sur le rendement. Je vais partir la petite présentation. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Félix Blanc. J'écris des articles pour MREX qui paraissent de temps en temps. Et puis, je suis aussi chargé de cours et chef de parcours au certificat en ingénierie financière et dans la meute multilogement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je suis un peu là de A à Z pour coordonner faire la coordination entre les différents intervenants qui viennent dans le certificat puis dans la meute. C'est moi aussi qui assure comme des suivis tout au long de la session auprès des étudiants pour être sûr que tout le monde garde le fil, tout le monde est bien on track. Alors, c'est un peu ça. D'abord, j'aimerais prendre un petit moment juste pour qu'on se demande pourquoi est-ce que c'est important de regarder le rendement d'un projet. Donc, c'est ça, j'ai mis cette citation-là pour commencer. J'ai pas pu m'empêcher de mettre une petite citation de philosophie parce que ceux qui ne me connaissent pas, j'ai étudié en philosophie. Cette citation-là, ce que ça dit, c'est ce que nous appelons la réalité objective. C'est en dernière analyse ce qui pourrait être commun à tous. Ce que je voulais mettre en valeur là-dessus, c'est que c'est important d'avoir des indicateurs qui nous renseignent sur la réalité objective d'un projet pour déjà se mettre en accord avec d'autres personnes, donc pour que ce soit commun à plusieurs. Pourquoi s'intéresser au rendement? Déjà, je pense que c'est super important quand vous avez des partenaires d'être d'accord sur ce que c'est qu'un rendement. OK, tout le monde parle de rendement, mais quand on creuse un peu, là, si vous demandez un peu aux gens qui vous parlent de rendement comment ils calculent leur rendement, vous allez voir qu'il y a plein de manières de le calculer. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous enseigner un peu la méthode que nous, on a de le voir chez MREX dans le certificat en ingénierie financière. Je pense que Francis en a un petit peu parlé, mais le taux de rendement interne, ultimement, c'est vraiment une métrique qui permet d'évacuer la subjectivité d'un projet. Donc, quand vous allez comparer différents projets entre eux, ultimement, l'objectif, c'est d'avoir différents taux de rendement qui vont correspondre à la vitesse à laquelle votre capital injecté va fructifier. Fait que, rendu là, c'est pas tellement une question subjective de Ah, cet immeuble-là, il est dans un meilleur secteur. Ouais, mais cet immeuble-là, il y a des plus belles fenêtres. C'est vraiment d'être capable de laisser de côté des jugements de valeur subjectifs pour se remettre à des indicateurs vraiment comme, en fait, à la réalité objective du projet. Puis aussi, évidemment, là, puis ça, c'est super important. Je pense que l'idée, c'est d'être capable de voir au-delà des apparences. C'est que souvent, là, de plus en plus, on voit, mettons, des immeubles qui sortent à un prix qu'on n'avait jamais vu. On voit un 6 logements, puis on dit, crime, le coût par porte, il est vraiment élevé. Ou le MRB, il est vraiment élevé. Mais dans les faits, ça, c'est vraiment ce que j'appelle des apparences. C'est des apparences, ça semble cher, mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que ça l'est vraiment cher? Est-ce que l'argent que tu vas investir va bien fructifier ou non? En fait, c'est vraiment ça la question qu'on se pose. C'est la question qui est posée en finance. Puis chez MREX, on essaie d'amener un peu le monde de la finance dans l'immobilier. Donc, c'est un peu ça l'idée. Le taux de rendement interne. C'est quoi le taux de rendement interne? Pour faire super simple, c'est vraiment la proportion de la valeur créée par rapport à la valeur investie. Fait que là, j'ai mis comme une petite balance. En fait, c'est vraiment comme le lien entre les deux. C'est à quel point je crée de la valeur par rapport à la valeur que j'ai dû investir pour faire un projet sur une période de temps donnée. Là où vous allez voir que les gens sont moins d'accord, ou en tout cas pas tout le temps d'accord, c'est que dans le fond, faut être capable de définir c'est quoi la valeur créée dans un projet. Puis aussi la valeur investie. Vous allez voir, je vais mettre beaucoup d'emphase sur la valeur créée aujourd'hui parce que dans ma tête, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater dans les discussions que j'ai eues avec les gens, c'est souvent là où il y a le plus de confusion par rapport à
c'est quoi de la valeur créée dans un projet. Puis évidemment, c'est toujours sur une période donnée, là, donc c'est super important aussi. Donc, pour parler de la valeur créée, en premier lieu, je pense que c'est important de déjà relever rapidement que ça se décline sous 3 axes, principalement, la valeur créée. Fait que tu as le cash flow, le fameux cash flow mensuel là, dont tout le monde parle. On met beaucoup l'emphase sur le cash flow souvent, mais vous allez voir au cours de la présentation que je vous invite à regarder autre chose que le cash flow parce que ce n'est pas nécessairement l'indicateur le plus pertinent. Le cash flow, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont nouveaux à l'investissement immobilier ici. Là. Le cash flow, en fait, c'est les revenus bruts d'un immeuble, donc la somme de tous les loyers, moins les dépenses opérationnelles totales, moins le service de la dette, donc le paiement de votre hypothèque. Ça, ce que ça donne, c'est, autrement dit, là, à chaque mois, là, vous allez collecter le loyer, vous payez les dépenses opérationnelles, vous payez votre hypothèque, puis il vous reste un montant dans le compte. C'est ce qu'on appelle affectueusement le cash flow en immobilier. Après ça, l'autre source de valeur créée, c'est vraiment la capitalisation. Donc là, je vous ai dit que vous remboursez votre hypothèque dans le service de la dette. Donc, quand vous faites votre paiement hypothécaire, il y a une partie qui est en intérêt, donc c'est de l'argent que vous perdez d'une certaine manière, mais il y a aussi une partie qui est en capital. Puis ça, c'est de l'argent que vous allez récupérer au moment de la revente de l'immeuble. Donc, autrement dit, c'est pas vraiment compliqué, mais la capitalisation, c'est votre paiement hypothécaire moins les intérêts que vous allez payer. Donc, c'est tout simple comme ça. C'est vraiment le troisième aspect sur lequel j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui, à savoir la plus-value. Donc, la plus-value, c'est quoi? C'est la valeur finale de votre projet dans la période qui est visée par le tri, moins la valeur initiale. Donc, ça, on s'entend que ça va donner, dans le fond, c'est la fluctuation de valeur de votre projet, moins les coûts que vous allez devoir débourser pour atteindre la valeur finale. OK? Donc, les CAPEX, c'est les coûts en rénovation qui vont devoir être mis pour assurer la fluctuation de la valeur. Donc c'est ça. J'aimerais qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui. Puis, dans le fond, en regardant un peu la plus-value, je pense que ça nous amène à une question supplémentaire. Là, on parle de valeur finale, on parle de valeur initiale, le delta de la valeur, la fluctuation de la valeur. De quelle valeur est-ce qu'on parle? Donc, c'est un peu ça la prochaine question que j'aimerais qu'on regarde. Là, je ne vois pas le chat, mais j'aimerais ça que vous me disiez si vous pensez que la valeur, dans le fond, la plus-value, elle se chiffre à partir de la valeur économique, la valeur marchande, la valeur municipale ou le prix de base rajusté. En tout cas, en fait, je ne vois pas les réponses, fait que je vais vous donner tout de suite la réponse, là, mais en fait, c'est vraiment au niveau de la valeur marchande qu'on va mesurer la plus-value d'un projet. Donc, ça, c'est super important. Déjà là, il y a plusieurs personnes, des fois, qui font cette erreur-là, puis c'est important de le relever à ce stade-ci. Puis, vous allez voir que, comme dans le fond, c'est la fluctuation de la juste valeur marchande qui détermine la plus-value, il faut bien comprendre c'est quoi aussi une juste valeur marchande. Donc, Francis en a parlé un petit peu, mais je vais juste en reparler brièvement. Juste avant de parler de comment calculer la juste valeur marchande, j'aimerais juste soulever que, dans le fond, l'investissement immobilier dans le multilogement, c'est vraiment un type d'actif qui est différent des petits plex. OK? Le comportement de la demande dans le marché du multilogement, il est vraiment directement corrélé avec la viabilité financière de l'immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans un marché, généralement, ce qui va déterminer la valeur, c'est les revenus de votre immeuble, tout simplement. Plus un immeuble a de revenus, plus la valeur va être haute. Sauf que ce rapport-là, le rapport qui lie les revenus aux immeubles, il est différent en fonction des secteurs puis en fonction des types d'immeubles. Donc, je voulais juste mettre ça dans le fond comme pour mettre la table. J'ai mis une petite photo d'un grand loft magnifique, justement, en fait, pour vous dire que, curieusement, dans le multilogement, d'avoir un super avoir un logement comme ça dans votre immeuble magnifique, ça n'augmentera pas nécessairement la valeur de votre immeuble. Ça va augmenter la valeur de votre immeuble si les locataires sont prêts à payer plus pour ce logement-là. Sauf que, contrairement à, mettons, un condo qui n'aurait aucun revenu, mais qui aurait comme une qualité de rénovation aussi magnifique que ça, bien là, ça augmenterait drastiquement la valeur. Vraiment, dans le multirésidentiel, il faut toujours en revenir aux chiffres. Puis c'est pour ça que vous allez voir que dès qu'on se met à parler un peu de multilogement, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui émergent de partout.
contrairement des fois à ce qu'on peut voir quand on analyse des projets dans les petits plex ou dans les condos, ou en tout cas, bref, ce genre de projet-là. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la valeur marchande, puis ça, Francis a déjà dit, elle est égale au RNN divisé par le TGA par hectare. Là, déjà, là, juste relever que les RNN, c'est vraiment les revenus de votre immeuble, les revenus nets normalisés. Puis le TGA par hectare, c'est l'indice dont je vous parlais il y a quelques instants, qui, en fait, qui fait le pont entre $1 de revenu puis $1 de valeur marchande. Donc, le TGA par hectare, c'est vraiment ce qui mesure à quel point le marché est prêt à valoriser $1 de revenu d'immeuble dans un secteur donné pour un type d'immeuble donné. Fait que c'est peut-être flou en ce moment. Dans le fond, je vais mettre un peu l'emphase sur les deux termes pour que tout le monde parvienne à suivre. Donc, les RNN, c'est vraiment une métrique, ben, c'est pas une métrique, c'est vraiment une dimension sur laquelle vous avez un pouvoir. Vous pouvez augmenter vos revenus, tandis que le TGA par hectare, vous le subissez dans la mesure où il vient des différentes transactions qui se sont faites sur le marché. C'est vraiment comme, c'est le pouls du marché. Fait que je vais commencer par vous expliquer en fait c'est quoi un RNN. Donc, le RNN, c'est vraiment les revenus bruts de votre immeuble. Donc, ce qu'on a vu tantôt, là, les loyers totaux, moins les dépenses d'opération. Fait que les dépenses d'opération, ben, c'est pas compliqué, il y en a 4. C'est taxes municipales, taxes scolaires, assurance et puis l'énergie d'un immeuble. Donc, revenu brut, moins dépenses d'opération, moins les dépenses normalisées. Ça, souvent, il y en a qui se perdent à cet endroit-là. Les dépenses normalisées, là, c'est un peu étrange, mais ce n'est pas les véritables dépenses de votre immeuble. OK? Tandis que les quatre dépenses d'opération sont les véritables dépenses qui figurent au poste de dépenses dans vos immeubles. Les dépenses normalisées, elles sont des dépenses qui sont imaginées par la banque pour votre immeuble. La banque fait ça, la banque anticipe des dépenses pour votre immeuble dans la mesure où elle pourrait reprendre l'immeuble si vous étiez en défaut de paiement, puis elle-même aurait des frais pour entretenir l'immeuble. Donc, elle va elle-même se imposer un peu ces dépenses-là, même si vous ne les avez pas vous-même. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi le fait que en ayant des dépenses normalisées, ça met vraiment tous les immeubles sur un pied d'égalité dans la mesure où quelqu'un qui ferait la gestion lui-même de son immeuble versus quelqu'un qui délèguerait, dans le fond, la gestion à une entreprise, bien, on ne veut pas que l'immeuble où il n'y a pas de dépenses de gestion, il y ait une plus haute valeur parce que Marcel, il tond lui-même le gazon, il pèle la neige lui-même. Fait que c'est vraiment une manière de faire abstraction du type de gestion qui est fait dans un immeuble, les dépenses normalisées. Fait que, autrement dit, il y a 4 postes aussi dans les dépenses normalisées. Entretien et réparation, conciergerie, gestion et vacances. Pour en savoir plus, là, nous, on donne la grille de normalisation là, des dépenses dans le cours d'ingénierie financière. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, ça devient plus technique. Mais sachez, disons, que les RNN, c'est vraiment ça. C'est vraiment les revenus bruts moins les dépenses d'opération, moins les dépenses normalisées. Fait que bref, c'est ça. Fait que comme je disais, là, RNN, vous avez un pouvoir là-dessus. Pour augmenter vos RNN, vous augmentez soit vos loyers, soit vos revenus, soit vous diminuez vos dépenses. Donc, d'une manière ou d'une autre, là, en tout cas, bref, je ne rentrerai pas là-dedans. Sinon, au niveau du TGA par hectare, comme je vous disais, vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas bouger vous-même le TGA par hectare, à moins d'acheter tous les immeubles d'un secteur puis de vous-même setter le nouveau standard. Ce que certains investisseurs qu'on connaît font, mais ce n'est pas vraiment une technique qui est accessible à tous. Donc, le TGA par hectare, c'est quoi? En gros, là, c'est une moyenne. OK? Une moyenne de quoi? C'est une moyenne de différents TGA de disposition. OK? Fait que c'est quoi un TGA de disposition? C'est, vous prenez un immeuble qui s'est vendu, vous allez chercher ses RNN, puis vous allez le diviser par son prix de vente. Vous allez avoir le TGA de disposition pour cet immeuble-là. Après ça, vous allez faire la même chose avec un autre immeuble qui ressemble à l'immeuble pour lequel vous voulez avoir un TGA par hectare. Vous allez trouver ce ratio-là aussi. Puis, ultimement, vous allez faire la moyenne entre les différents TGA de disposition à partir de différents immeubles qui sont comparables à l'immeuble que vous analysez. Puis là, vous allez parvenir à un TGA moyen. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le TGA paritaire. Donc, en fonction de ce TGA paritaire-là, ce qui est assez agréable en immobilier, c'est que
pouvez avoir simplement votre revenu net normalisé d'immeuble. Puis si vous vous demandez, hey, quelle valeur est-ce que je serais capable d'aller chercher sur le marché en ayant ces revenus-là? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez faire le RNN divisé par le TGA moyen du secteur pour le type d'immeuble. Puis ça va vous donner la valeur marchande à laquelle vous devriez parvenir si vous mettiez votre immeuble en vente. Fait que ça, je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est intéressant en immobilier multilogement, mais c'est vraiment des rapports entre les chiffres qui permettent d'anticiper comment vont se produire vos optimisations notamment. Vous savez que si vous augmentez de tel montant vos revenus, ben vous êtes capable d'aller chercher tel montant de valeur marchande si vous revendiez l'immeuble. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui permettent en fait de prédire ce qui s'en vient. Puis éventuellement aussi, c'est aussi, en calculant la valeur marchande, on va voir que ça va nous mener au calcul du tri. Ça va nous permettre de calculer le tri parce que ça va nous permettre d'anticiper, dans le fond, ben, de calculer la plus-value dans un immeuble. Puis c'est ça, comme je l'avais dit juste plus tôt, là, le TGA paritaire, ça nous indique à combien la demande du marché valorise 1 $ généré en revenu. Fait que, juste pour vous donner une idée, là, admettons que vous auriez un TGA paritaire de 5 ben, ça veut dire que si vous avez 1 $ de revenu net normalisé de plus dans votre immeuble, ben, vous allez faire 1 divisé par 0,05, 5 de TGA. Ça veut dire que ça vous donne 20 $ d'augmentation de votre valeur marchande à chaque dollar de revenu net normalisé que vous allez être capable d'aller chercher. Fait que c'est ça. Là, ce que j'aimerais vraiment vous expliquer, c'est que dans le fond, au début, je vous ai dit, là, oui, il y a le cash flow dans la valeur d'un projet. Oui, il y a la capitalisation, mais la plus-value, c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis, ben, moi, j'ai fait l'exercice de schématiser différents projets que j'ai faits pour essayer de voir c'était quoi la composition. Dans le fond, quelle part chacune des 3 sources de valeur occupe dans la valeur totale qui est créée. Puis, c'est à ça que je parviens comme diagramme. Donc, c'est pour vous donner un peu l'envergure de la plus-value, en fait. Parce que vous allez voir que, en fait, dans un projet d'optimisation, comme la plupart des gens font, là, en tout cas chez MREX, c'est les projets qui payent le plus, puis c'est vraiment comme souvent les projets vers lesquels on est le plus porté. Vous allez voir que parfois, le cash flow représente seulement 2 de la valeur créée, capitalisation 8, puis 90 de la valeur qui va être créée, ça va vraiment être de la plus-value. Fait que, quand on dit cash flow is king, c'est vraiment. Si cash flow is king, cash flow is a very little king. Fait que gardez ça en tête, là. Je fais des blagues, là, mais la plus-value, c'est vraiment important de la tenir en considération. Puis, limitez-vous pas à des petits chiffriers qui vous donnent le cash flow par porte. Il y a des chiffriers, je sais, qui existent là, qui vont dire si tu as plus que 50 $ de cash flow par logement. C'est pas vraiment pertinent, dans le fond, dans la rentabilité totale d'un projet. C'est presque insignifiant, en fait. Fait que voilà. Puis là, dans le fond, cette valeur-là, comme là, je vous ai montré, là, on crée toute cette valeur-là. On va dire qu'on crée 100 000 $ de valeur dans un immeuble. Quand on va se refinancer là, à la fin des rénovations, à la fin de l'optimisation, c'est pas vrai que toute cette valeur-là est dans vos poches. Puis ça, je trouve ça super important, puis d'autant plus au regard des conditions du marché en ce moment. Donc, j'ai pris un iceberg pour exemplifier un peu ce que je veux dire, là. Le iceberg symbolise un peu la valeur qui est créée. OK? Imaginez le bloc de glace comme le chunk de valeur que vous allez être capable d'aller créer dans un immeuble. OK? Il y a une grosse partie du chunk qui est sous l'eau. Puis ça, c'est la partie liquide. OK? Quand vous allez vous refinancer, la banque, si vous êtes au conventionnel, va vous donner 75 de la valeur que vous allez créer, mais il va quand même rester une partie illiquide de votre prise en valeur, qui est un peu symbolisée par la partie qui n'est pas dans l'eau, qui est illiquide. Donc, c'est ça, souvent comme par exemple, en supposant que vous êtes dans le meilleur des mondes, puis que les valeurs économiques matchent les valeurs marchandes, puis que vous êtes financé à 75 mais il y aurait quand même 25 de valeur créée, de plus-value que vous auriez générée, mais qui n'est pas dans vos poches. Puis ça, c'est super important, puis de plus en plus. Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que avec les conditions du marché en ce moment, là, quand les taux d'intérêt montent, qu'est-ce que ça fait?
Quand les taux d'intérêt montent, là, ça fait diminuer les valeurs économiques. Fait qu'autrement dit, là, ça fait que vous allez chercher moins de financement. Ce qui veut dire que, je le schématise un peu, là, mais ça veut dire que le niveau de l'eau descend par rapport au glacier. Fait qu'il y a une plus grosse partie de votre rendement qui va être à l'extérieur de l'eau, donc illiquide, par rapport à la partie qui va être liquide. Est-ce que ça veut dire que le glaçon, là, le glacier, est-ce qu'il est plus petit pour autant? Pas nécessairement. Puis c'est ça que je veux que vous gardiez en tête, c'est que vous avez peut-être la même valeur créée, c'est juste qu'elle n'est peut-être pas dans vos poches. Puis ça, c'est crucial que vous soyez d'accord entre partenaires sur cette idée-là. Parce que des fois, il y a des partenaires qui sont vraiment comme qui mettent l'emphase sur la liquidité dans leur portefeuille quand ils veulent avoir des rendements. Fait que c'est vraiment de comprendre que, puis de plus en plus, l'immobilier, il y a une prime d'illiquidité. OK? On fait des beaux rendements, puis on a peu de risques par rapport au rendement qu'on fait, mais il y a souvent une prime d'illiquidité. Puis c'est de plus en plus vrai. Donc, comme je vous dis, là, on s'attend potentiellement à ce que les taux montent cette année un petit peu, en tout cas au moins. Ça va causer une descente de l'eau. Puis, en même temps, les TGA paritaires, donc les TGA paritaires, c'est vraiment c'est l'appétit des vendeurs pour des immeubles. Donc, les TGA paritaires se compressent, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour des immeubles multilogements. Fait que ça, ce que ça fait quand il y a plus de demandes pour des immeubles multilogements, c'est que les immeubles prennent en valeur. Fait que ça fait en sorte, là, si on reprend mon image de glaçon, ça fait en sorte que le glaçon, c'est comme s'il grossissait par en haut. OK? Il y a une plus grosse partie qui va être hors de l'eau encore plus. Fait que là, l'eau descend, puis en plus, le glaçon, il pousse par en haut. Il va y avoir beaucoup d'illiquidité dans le marché des prochaines années. Fait que c'est ça que je veux vous dire. Puis ça ne veut pas dire pour autant que c'est des mauvais projets. Là où le taux de rendement interne est intéressant, c'est que il suppose toujours une revente à la fin de la période visée. Si vous calculez un taux de rendement interne 5 ans, le taux de rendement interne suppose que vous revendez l'immeuble à la fin de la période. C'est vraiment un indice qui vous renseigne sur l'entièreté, la taille complète du glaçon et non pas juste la portion qui est sous l'eau. OK? Puis ça, c'est super important parce que j'ai parlé à beaucoup de gens dernièrement qui, pour eux, par exemple, un projet où tu ne peux pas ressortir ta mise de fonds en 1 an, en 2 ans, c'est pas un bon projet. Mais c'est ça, je pense que l'idée, c'est de ne pas nécessairement focuser sur les liquidités à court terme, mais plus de voir le taux de rendement interne parce qu'il y a une grosse partie, il y a une grosse composante de votre rendement qui va être illiquide. Donc voilà, il y a plusieurs, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, là, mais il y a plusieurs manières de s'adapter à ça. Là. Dans le fond, quand les TGA paritaires descendent, puis quand les TGA de valeur économique montent, ben, ça creuse de plus en plus le fossé entre les valeurs économiques et les valeurs marchandes, donc ça fait plus de liquidité. Je pense que Tommy en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a le nouveau programme APH Select qui est fantastique pour ça. Là, je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est nouveau, en fait, il n'y a pas sur pied. Mais c'est vraiment un programme qui va encourager les gens à avoir des logements abordables dans leur immeuble, avoir des logements écologiques et puis des logements accessibles, donc pour les personnes à mobilité réduite. Moi, je trouve que c'est non seulement super intéressant du point de vue financier, mais c'est en plus une super belle initiative là, pour faire converger les intérêts de la communauté avec les intérêts personnels. Donc, ce programme-là, moi, j'encourage tout le monde à vraiment voir s'il n'y a pas de quoi faire à ce niveau-là. Des fois, une conversion de mazout, changer les fenêtres. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour marquer des points. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je pense que Tommy l'a fait un peu tantôt. Ça peut aussi vous faire opter pour une technique de flip plutôt que de BRRR. Là, pour ceux qui. BRRR, c'est buy, en fait, c'est acheter, remettre sur pied, refinancer, puis relouer puis refinancer. Fait qu'en tout cas, bref, c'est de préférer le flip. Fait que, mettons, quand tu revends l'immeuble, c'est sûr que tu es imposé sur ton gain de capital, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous allez chercher l'entièreté en liquidité de votre immeuble. Et puis aussi, évidemment, c'est les partenaires en équité dans vos projets. C'est ça, je pense que ça peut être une bonne idée d'entrevoir la possibilité de rentrer des partenaires en équité. Moi, personnellement, dans mon entreprise, on était un peu réticents à ça parce que, bon, donner des parts d'entreprise, ça coûte cher quand on fait des gros rendements. Sauf que je pense que dans les années qui s'en viennent, les gens qui vont le mieux s'en sortir, c'est les gens qui vont vraiment avoir beaucoup de fonds à investir. Les gens qui vont juste contracter des prêts privés, ils augmentent beaucoup leur risque parce qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à rembourser à court terme.
Puis bref, c'est pas nécessairement la stratégie que moi, je mettrais en place si j'étais à votre place. Donc, résumé de la valeur créée, cash flow, capitalisation, plus-value. Rapidement, la valeur investie dans tout ça, là, on sait que c'est le rapport entre les deux. Dans le fond, c'est tout l'argent que vous mettez dans un projet, à l'exception des dettes telles que les débentures, les prêts privés, les marges de crédit. OK? Donc, ça, c'est pas de l'argent qu'on considère que vous mettez dans le projet, c'est comme des dettes que vous contractez. Donc, vous ne considérez pas les dettes dans l'argent qui est investi dans le projet. On en parle plus dans le certificat en ingénierie financière. Par contre, quand il y a un produit de refinancement qu'on prend dans un autre immeuble multilogement, ça, c'est une dette qu'on va considérer comme argent investi. On ne la considérera pas comme une dette supplémentaire parce que la dette est structurée dans l'autre immeuble duquel elle provient de manière à ce qu'elle se rembourse toute seule. Donc, on n'a pas besoin de considérer dans le chiffrier qu'il y a des intérêts que l'immeuble qu'on achète va devoir rembourser. Donc, voilà, ouais, dans le cas d'une collatérale, on va calculer, évidemment, dans une collatérale, on ne met pas de mise de fonds. Ça serait trop facile de dire qu'on a un taux de rendement interne infini. Fait que l'idée, c'est de dire que, en fait, c'est ça, il va falloir calculer, dans le fond, c'est quoi la valeur qui est immobilisée pour réaliser le projet. Même si vous ne la mettez pas de votre poche, c'est quand même une valeur qui est immobilisée et que vous ne pouvez pas utiliser pour faire d'autres projets. Fait qu'il faut quand même la considérer comme la valeur investie pour pouvoir calculer un bon tri qui reflète bien la situation. Les limites du tri, il y en a 4 principales. Comme vous êtes financé à presque 100%, là, le tri perd un peu de sa pertinence. Là. Si vous mettez juste le 1000 $ pour incorporer l'entreprise, vous allez peut-être faire 3000 de profit dans l'année après avoir remboursé tous vos créanciers, mais ça devient comme moins pertinent. Mettons que vous mettez 1000 $, vous faites 3000 $, oui, vous avez un taux genre de 300%, sauf que est-ce que ça valait la peine de travailler 1 an pour faire 3000 $? Pas sûr. Puis à ce moment-là, c'est que le tri perd un peu de sa pertinence. Au niveau du projet versus le portefeuille, c'est vraiment juste de garder en tête que quand vous calculez le tri d'un immeuble, mettons que vous avez 1 million à placer, puis que vous avez un seul immeuble qui nécessite 100 000, ben peut-être que vous allez chercher un rendement de 60% sur le 100 000 investi, mais n'oubliez pas le 900 000 autour. Il y a comme beaucoup d'argent qui dort à ce moment-là. Donc, il faut quand même faire attention. Là, le tri perd aussi de sa pertinence quand vous avez un gros portefeuille puis que vous calculez juste le tri d'une petite partie du portefeuille. Francis en a parlé tantôt. Le risque, on s'attend d'un projet plus risqué qui a un meilleur tri. Fait que, 2 immeubles qui ont un tri égal, il faut quand même préférer celui qui a moins de risque. Puis pour le réinvestissement, là, dans le fond, c'est aussi que le tri suppose toujours que tous les flux qui sortent du projet vont être investis au même taux que le taux interne du projet. Fait que il y a le taux de rendement, il y a le tri modifié, dans le fond, là, pour pallier à cette difficulté-là, mais on en parle plus dans le CMFE. Fait que, bref, le tri est une métrique vraiment intéressante. Il faut la prendre avec quelques précautions, puis souvent aux côtés de la vanne, mais c'est vraiment un indicateur qui va vous permettre en fait, vraiment d'avoir un regard lucide sur les projets que vous analysez, puis de vous mettre d'accord aussi avec vos partenaires pour que tout le monde soit content, parce que des fois, les gens ne calculent pas le tri de la même manière, puis là, il y en a un qui est super content, il a calculé le tri comme nous, on le fait, puis là, il est comme, OK, mais j'ai un tri de 60%, puis l'autre, il calcule juste que, mettons, la valeur créée, c'est le produit de refinancement. Moi, j'ai vu ça, dernièrement. Puis là, évidemment, comme le produit de refinancement, c'est juste, des fois, c'est une petite partie de la valeur créée. Donc, ça ne reflète pas vraiment la performance financière de l'immeuble. Fait que c'est un peu ça. Pour ceux qui ont envie de passer à la prochaine étape, là, il y a plusieurs choses à faire. Là. Il y a déjà la chaîne YouTube, les articles. Moi, j'en écris souvent, des articles qui vont démystifier des concepts un peu qu'on utilise tout le temps en ingénierie financière. Il y a, sur notre site, il y a aussi les cours sur demande. Donc, vous pouvez acheter des cours à la carte si on veut. Comme je l'ai dit, je suis chef de parcours dans le certificat en ingénierie financière. C'est vraiment un excellent programme. Écoutez, c'est vraiment un programme qui va vous outiller pour passer à l'action et avoir un regard pertinent sur le marché. Puis éventuellement, pour ceux qui sont les plus fous d'entre vous, il y a la Meute Multilogement, puis même le CA, qui est un nouveau programme, qui est vraiment, en fait, on parle vraiment d'incubateur d'entreprise. Fait que c'est pas seulement des cours, c'est vraiment un espèce de cheminement dans lequel on va vous aider à développer une culture d'entreprise puis à penser comme un entrepreneur dans votre société immobilière. Fait que ça fait pas mal le tour. J'espère que j'ai appris quelques trucs à certaines personnes.
N'hésitez pas à me rejoindre Facebook, LinkedIn, comme vous voulez, si vous avez des questions. Puis, je vous encourage vraiment à vous inscrire à certains de nos cours ou au moins à regarder nos contenus gratuits. Il y en a beaucoup, puis c'est super pertinent. Fait que, voilà. Merci beaucoup tout le monde.